Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Trop de crimes impunis. Une ville endormie, silencieuse, illuminée par la chaleur des réverbères. Tel était le décor dans lequel pénétrait Jerry Shuster. Dès son arrivée, la chaleur urbaine s'imprégna sous ses vêtements de voyage. Il en regretta la fraîcheur forestière qu'il avait savourée ces dernières semaines. Le militaire avait quitté la ville en paria, rejeté pour sa violence envers Charlène Marston. Il avait emprunté un cheval au bureau de poste de Walnut Grave et l'avait délaissé au premier relais qu'il avait croisé. Avec son lourd barda, Jerry s'était par la suite enfoncé dans les bois. L'ombre de la cime des arbres l'aida à se relaxer. S'échapper ainsi de la folie de la ville lui avait permis de méditer et de retrouver le calme de la nature, l'écho du vent comme seule source de bruit au cœur des Appalaches. Dans son périple en solitaire, Jerry s'était rapidement mis à ressentir une culpabilité de plus en plus insoutenable. Même à plusieurs milles de toute civilisation, il ne pouvait échapper à ses souvenirs et à son devoir. Jusqu'au jour où finalement, il décida de retourner à Walnut Grave pour obtenir le pardon de ses anciens compagnons. Malgré le calme ambiant, la ville était devenue une fournaise brûlant dans les ténèbres, oppressée par un mois de juillet de plus en plus chaud. Soupirant, la sueur perlant le long de son dos, Jerry se mit en route vers l'habitation de son ami le plus proche, au cœur du district nord. Après avoir marché longuement, seul, au détour des ruelles, le militaire atteignit enfin l'immeuble où logeait Harry Fox. Une faible lueur s'échappait derrière ses volets fermés. Rassuré de savoir le jeune inspecteur encore debout à une heure si tardive, Jerry s'approcha et rentra dans l'immeuble. Des myriades de mots d'excuses s'amoncelèrent dans son esprit, alors qu'il grimpait les escaliers dans la pénombre. En arrivant sur le perron de l'appartement de Harry, le militaire hésita encore plusieurs secondes, avant de donner quelques coups secs contre le bois de la porte. Jerry attendit une bonne minute. Il se perdit encore à imaginer les premiers mots qu'il prononcerait. Aucun bruit n'émana de l'autre côté. Il osa frapper plus fort, cette fois en élevant la voix. Harry! Harry! C'est Jerry! Ouvre s'il te plaît. Constatant encore une fois l'absence totale de réaction, le colosse haussa les épaules. Il se décida à lâcher dans l'escalier son discours improvisé. Écoute Harry, tu peux me faire la gueule autant que tu veux. Sache que ça m'a pris une grosse dose de courage pour venir jusqu'ici. Alors si tu m'ouvres pas bien vite, je vais continuer à parler tout seul dans le couloir jusqu'à ce que tes voisins me foutent dehors. Est-ce que tu es seul ? Jerry manqua de sursauter en entendant son ami. Il tourna le regard, sans voir âme qui vive proche de lui. Mis à part les remords et l'embarras, il n'y a que moi. T'es armé ? Harry,
Si j'avais voulu te tuer, je n'aurais pas toqué à la porte. Le jeune inspecteur hésita un instant. Ses yeux étaient cernés. Il finit par ouvrir la porte. Jerry découvrit le capharnaüm qui régnait dans l'appartement. Il y empestait une mauvaise odeur de transpiration et de tabac froid. Une minuscule ampoule au plafond éclairait faiblement l'unique pièce où vivait Harry. Son lit n'avait pas été fait depuis des jours, et une dizaine de lettres ouvertes étaient éparpillées à même le sol. Jerry se baissa pour attraper un des papiers. Derrière lui, Harry s'empressa de refermer la porte à double tour. Le papier ne contenait qu'une seule phrase. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. En agrippant 2 autres lettres, Jerry vit les mêmes mots, emplis d'une connotation morbide. Harry, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça fait 3 jours que je reçois ça. Ça fait 3 jours que je sors plus. Me dis pas que t'as peur d'un mauvais plaisantin quand même. Un mauvais plaisantin qui a tué Neville Gardner. C'est sur son cadavre que j'ai découvert une première lettre, avec cette satanée phrase. Depuis, j'ai dû en recevoir une bonne trentaine. Et encore, j'ai pas osé vérifier mon courrier aujourd'hui. Harry, du calme. Respire un bon coup et explique-moi cette histoire. J'ai trouvé le corps de Gardner il y a 3 jours dans le district Est. C'est un gars qui est venu m'emmerder et qui m'a conduit jusqu'à lui. J'ai tenté de le rattraper, mais il a disparu. J'étais seul, avec le cadavre du juge. Et une putain de lettre. J'ai flippé, Jerry. T'imagines pas à quel point. Je me suis rué chez moi, et j'ai trouvé une autre lettre devant ma porte. Toujours avec les mêmes mots. Je savais plus quoi faire. Je me suis planqué en attendant le lever du soleil. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait encore une lettre. Puis encore une autre, quelques heures après. Je sais pas comment il arrive à faire ça, même en épiant toute la journée, je l'entends pas arriver. Il y a que ces lettres, encore et encore. Hier soir, j'ai osé sortir en pleine nuit, il y avait encore une lettre. Je repensais à Roberta, ma partenaire de soirée. J'avais besoin de la voir. J'ai filé dans la nuit, seul. Quand je suis arrivé devant sa maison, il y avait un mot indiquant qu'elle et sa famille avaient déménagé, excédés par les corbeaux anonymes qui les harcelaient, comme les autres minorités de la ville. Et là aussi, il y avait une lettre pour moi, bordel! Il savait que j'allais venir là-bas aussi. Mais c'est qui il? Martin! Je sais que c'est lui. Il a laissé sa signature sur le corps de Gardner. Les lettres W et G gravées au couteau dans sa chair. Merde. Pourquoi il me fait ça? Harry tremblait. Ses yeux humides finirent par laisser échapper quelques larmes. Jerry, toujours bousculé par la confusion de son jeune ami, enserra ce dernier dans ses bras. Un geste qui, espérait-il, suffirait à l'apaiser. Avant de parler, il laissa Harry se consoler pendant un long moment. Tu en as parlé à Kane? Ou à Robin? Harry recula, visiblement calmé. Il essuya ses yeux et ses joues écarlates. Non, j'ai vu personne. C'était déjà trop le foutoir avec toi et Charlène qui êtes partis. En fait, je n'ai même pas pensé à ce que je ferais une fois que j'aurais vidé mes placards de nourriture. Attends, Charlène aussi a pris le large? Je suis désolé. Je suis juste un gamin. Alors que toi, Kane et Charlie, vous êtes des légendes. Écoute, tu te rappelles l'année dernière? On était en galère. Kane et Robin avaient peur qu'à 5 on se fasse pulvériser par le syndicat. Alors, on a parlé avec le commissaire Johnson qui nous a conseillé de venir te voir. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a choisi? Oh,
Kane m'a dit que c'était parce que j'avais tout d'un bon flic. Ça, c'est pourquoi lui t'a choisi. En fait, c'est surtout moi qui ai insisté pour te garder. À cause de ta jeunesse, justement. Quand je t'entendais parler, quand tu nous as raconté tes filouteries d'écolier, tes amourettes d'adolescent, le décès de ta mère. Tu me rappelais le Jerry du passé. Le Jerry qui rêvait d'être policier avant que son père ne l'enrôle dans l'armée en lui vantant les valeurs de notre charmant pays. Tu étais tellement motivé à venir en découdre que je voulais être là pour te voir dans la bataille. Je voulais me battre à tes côtés. Et plus tard pouvoir me vanter d'avoir connu Harry Fox, le héros de Walnut Grave. Parce que toi, au moins, tu te serais battu pour autre chose que l'argent et des morceaux de territoire. Toi, tu te serais battu pour la dernière famille qui te restait. Pour ton quartier. Et de nouveau, quelques larmes perlèrent sur le visage de Harry. Des gouttes qu'il laissa couler tout en souriant. Ravi de voir son ami retrouver une forme d'enthousiasme, Jerry repensa à tout ce qui avait été dit, au méli-mélo de questions qui l'assaillaient. En réfléchissant aux différents chemins qui s'ouvraient devant lui, il préféra celui qui le mènerait à Kane Miller, avant de rejoindre Robin Finger. Mais Jerry garda son avis pour lui et se contenta de demander son avis à l'inspecteur Fox. Allez, viens. Allons prévenir Robin et Kane. Kane d'abord. J'ai confiance en Kane. Mais Rob, je sais pas trop. Tout dépend de son degré de familiarité avec Martin. C'est très bien pensé. Faisons comme ça. Je te suis. Une demi-heure de marche suffit aux deux compagnons pour entrevoir le palais du vieux Robinson. Derrière les barreaux du portail, la sombre bâtisse resplendissait dans le noir. Quand ils arrivèrent, Jerry et Harry trouvèrent l'entrée déjà ouverte, laissée à l'abandon. Sur le qui-vive, le militaire dégaina son revolver. Il imaginait toutes les menaces potentielles qui l'attendaient au manoir. Plus les deux camarades s'en approchaient, et plus ils entendaient des murmures, des voix qui gagnaient en force à chaque pas qu'ils faisaient. Quand ils atteignirent la petite cour d'entrée du manoir, la vision de deux silhouettes se faisant face sur le perron de la porte suffit à nourrir leur méfiance. Les larges haies décoratives du jardin leur apparurent comme une excellente cachette pour observer la scène. L'un des spectres, tout de noir vêtu, était immobile devant la porte, paralysé par son interlocuteur en tenue de voyage qui le visait avec une carabine. Jerry devina rapidement que le costume sombre devait appartenir à Kane. Mais il ne parvint pas à discerner qui se cachait derrière les vêtements terreux de son adversaire. En prêtant l'oreille à la dispute, il eut rapidement une réponse à sa question. J'étais là-bas, j'en ai tué un paquet. Bordel, j'ai tué des gosses, Kane. Et tout ça pourquoi? Tu peux me le dire? Je sais pas de quoi tu parles. Je t'en prie, pose ce flingue, on va parler, mais avant, pose ce putain de flingue. Tout ce que je te demande, Kane, c'est pourquoi? Si tu veux que je me justifie, faudrait déjà que tu m'expliques. Une pile de cadavres. C'est tout ce qui reste de Fort Wade. C'est toi, Kane. Tu m'as pris la dernière chose qui aurait pu me sortir de cet enfer. Mais de quoi tu parles? Je te parle de Fort Wade. De ce que tes sales cabots ont fait là-bas. Des gamins, nom de Dieu. T'as envoyé des gamins au massacre. Le son d'un cliquetis parvint aux oreilles de Jerry. Dans l'ombre, à la gauche de Charlène, le vieux Robinson apparut, l'arme à la main, braqué sur la trappeuse. Bill, attends! Hors de question. Pas tant que ce fusil sera en joue. La situation menaçait d'exploser. Charlène continuait de viser Kane,
déterminé à en finir pour une raison qui échappait encore à Jerry. Le militaire tremblait d'impuissance. Il hésitait à se lever. Harry prit finalement les devants et sauta par-dessus le buisson pour se révéler au trio. Surpris par autant d'audace, Jerry oublia ses craintes et se jeta dans l'action à son tour. Quand les deux justiciers rejoignirent leurs camarades, la confusion régna dans la cour. Kane jeta un regard noir à Jerry. « Tu es venu finir le travail ?» Écoute, Kane, on a un problème. Le problème, c'est toi. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que Billy t'a fait? Attends. Harry a... Je l'aimais, salopard! Tu l'as tellement ravagé qu'elle a préféré en finir toute seule! Mais de quoi tu parles? Kane posa sa main à sa ceinture, mais Charlène le stoppa net. N'y pense même pas. Toi non plus. Charlène, si tu veux me refroidir, fais-toi plaisir. Mais sache que tu ne m'empêcheras pas de sortir mon flingue pour abattre cet enfoiré. C'est lui qui nous a mis dans cette merde depuis le début. Si tu veux sa peau, tu devras prendre la mienne aussi. Dans ce cas, demande à ton héros ce qu'il a foutu pendant ces 2 dernières semaines. J'étais dans la forêt. Arrête de mentir. Schwartz m'a tout raconté. C'était bien joué le coup de faire croire à ton départ. Mais maintenant tu peux plus te cacher. Kane, je t'ai dit que j'ai passé les 2 dernières semaines dans la forêt. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse dans cette ville qui ne voulait plus de moi? Arrête de mentir. Non, c'est vrai. J'ai suivi tous ces feux. Il était trop loin pour organiser une conspiration. Toi, par contre, t'étais bien tranquille dans le château de ce vieux timbré. Avec moi et Schuster de rayer, c'était plus facile de préparer tes coups en douce. Mais préparer quoi? Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est creuser la tombe de la femme que j'aimais. Billy est mort? Morte. Oui. Elle s'est suicidée. Avec mon flingue. Après que toi et Schwartz l'ayez défigurée. Que j'ai fait quoi avec Schwartz? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Moi et Schwartz? J'ai dû échanger 3 mots avec cette raclure depuis son arrivée à Walnut. Je t'avais prévenu que ça finirait comme ça, Kane. Si Schuster avait voulu te faire du mal, il serait venu en personne. Schwartz a déjà un autre maître. Charlène, je n'ai aucune idée de ce que tu as pu voir à Fort Wade. Mais je jure devant Dieu que tout ce que Kane a fait aujourd'hui, c'est s'engueuler avec moi sur le véritable coupable de son deuil. Maintenant, je vais ranger mon arme. Je t'en supplie, pose la tienne, et nous pourrons vous aider à faire la lumière sur votre histoire, qui, j'en suis sûr, est liée à la nôtre. Le vieux Bill, toujours tremblant d'hésitation, rangea lentement son arme. Il leva les bras en signe de confiance. Lentement, Charlène abaissa sa carabine. Elle soupira et essuya ses yeux en larmes. Je suis désolée pour Billy. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Tout comme Peter Williams. Si ni toi ni Jerry n'êtes responsables, qui d'autre aurait pu? Si je te le dis, tu me croiras pas. Toute l'équipe se retourna, l'arme à la main, quand un bruit de pas émergea de la nuit. Sa main tremblante, Jerry écarquilla les yeux et vit apparaître un vieux cheval à la robe poisseuse, guidé par le seul responsable de toute cette confusion. Martin Bester, son habituel costume vert reluisant sous la lueur des lanternes du jardin, fit avancer lentement sa monture en direction des Minutemen. S'il y a un dieu quelque part, il a un très mauvais sens de la plaisanterie. Le voilà, votre serpent! Tuer Gardner ne te suffisait pas? Il fallait aussi que tu entraînes nos amis dans ta folie? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ça me plaisait bien de vous revoir, mais maintenant... C'était pas très malin de débouler ici tout seul. Pas autant que de provoquer un vent de panique et simuler une prise d'otage. Alors c'est toi qui as envoyé ces gosses à Fort Wade? J'ai vu le charnier. Toute une garnison. Et t'as laissé des gamins rassembler les corps en plus. Il a fait quoi? La situation
n'était pas déjà assez alambiqué comme ça que Jerry vit émerger de l'ombre une femme assez petite, aux longs cheveux noirs. Sa chemise de nuit était tachée de terre. Tous reconnurent Pauline Finger, et tous remarquèrent l'énorme tache noire qui faisait le tour de son œil droit. Par pitié, dites-moi qu'il n'a pas fait ça. Pauline, après tout ce que ce type m'a raconté sur sa vie conjugale, je vous conseille de venir nous rejoindre. Ce type m'a sauvé la vie. Quand Robin va savoir que tu lui as pris sa raison de vivre. Mais vous allez l'écouter, nom de Dieu! Je viens de passer une très mauvaise soirée. J'ai dû cavaler dans la forêt pour éviter les chiens de Robin. Oui, c'est à cause de Robin qu'on en est là. Robin attendra. Et ne nous prends pas pour des blaireaux. On sait très bien que ta bande est planquée dans le noir, attendant ton ordre pour nous refroidir. Écoute, Foxy, je suis vraiment désolé de t'avoir offensé auparavant. Oui, j'aurais dû t'écouter pour Oswald le Manchot. J'ai été dégueulasse avec certains d'entre vous, je le conçois. Mais si j'avais une bande avec moi, alors je l'aurais envoyé depuis longtemps, sans risquer ma peau. Maintenant une question pour toi. Tu as reçu mon message? Si tu veux parler du cadavre de Gardner, alors oui, c'était bien clair. Mais de quoi tu parles? Le juge Gardner est retourné en Caroline. Et son cadavre dans la rue, c'était mon imagination? C'était bien ça ton message, non? Mon message, c'était une lettre que j'ai mis une nuit entière à écrire. Si t'ouvrais ton courrier de temps en temps, tu l'aurais lu. La franchise, même factice, était saisissante sur le visage de Martin. Même si le témoignage de Harry avait suffi à apitoyer Jerry, la présence de l'épouse de Robin conduisit le militaire à douter de son propre jugement. Lui et Martin semblaient tous deux avoir été utilisés comme bouc émissaire par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était absent ce soir. En tournant le regard, Jerry vit la perplexité prendre la forme d'un haussement de sourcils sur le visage de Charlène. Un tic imité par Bill Robinson. Seul Kane demeurait entièrement du côté de Harry. Le jeune inspecteur repartit à la charge. J'ai vu le corps de Gardner. J'ai vu les lettres taillées au couteau sur son ventre. W et G. Ce sont bien les initiales de ta chevalière, n'est-ce pas? Ce sont les lettres qui me rappellent le monstre que j'ai été. Si j'avais voulu laisser une signature plus flatteuse, j'aurais opté pour n'importe quoi, sauf le souvenir des coups que j'ai portés sur ma propre épouse. Et dites-moi, brave chevalier vert, t'étais pote avec David Schwartz? Bien évidemment, tous les soirs, on se retrouvait pour s'enfiler des médocs. Cette dernière allusion provoqua un léger rictus sur le visage de Kane. Il jeta un bref regard vers le vieux Bill qui acquiesça d'un hochement de tête en baissant son arme. Jerry se surprit à rengainer également, suivi par Charlène et enfin par Harry dont les traits étaient emplis d'incertitude. Ça aurait été trop beau que Robin déboule à son tour. Allez, venez à l'intérieur. Je crois qu'il est temps pour nous de parler. Pour de bon, cette fois. Une fois que tout le groupe fut installé dans la grande bibliothèque du manoir, chacun raconta ses mésaventures. Le lien de toutes ces histoires demeurait la perfidie dont Robin Finger avait fait preuve pour les entraîner sur de nombreuses mauvaises pistes. Puis, ce fut au tour de Pauline Dini de répéter les paroles qui avaient poussé Martin à la protéger. L'explosion du Château Neuf, la mort d'Oswald le Manchot, les manigances de William Stone et la complicité de David Schwartz furent autant de sujets qui amenèrent leur lot de questions de la part des autres Minutemen. Une fois son récit achevé, l'épouse à l'œil noir partit s'asseoir au fond de la bibliothèque. De son côté, Charlène alla rejoindre Pauline,
pour échanger quelques murmures de réconfort. Donc, si on résume bien, il ne reste plus que nous. Peut-être que certains flics n'ont pas encore embrassé la cause de Rob. La moitié était encore à surveiller la maison de Schwartz quand je suis parti. S'il reste des gars intègres, ils sont tous à assiéger ton fantôme. Mais ces salauds au commissariat, quand je pense au temps que j'ai passé avec tous ces types, pas un seul ne m'a soutenu. Je comprends toujours pas comment on a pu se tirer de là, moi et Pauline. Johnson pourra nous aider. Lui, on sait qu'il est digne de confiance. Neville Gardner aurait été d'une aide précieuse, mais Rob a déjà pris les devants à ce sujet. Et cette sale fouine de Dixon qui m'a dit la semaine dernière que Gardner avait été rappelé d'urgence à Charleston. J'aurais dû me méfier, quel con! Et maintenant, on a perdu Fort Wade, on a perdu Gardner, et certains d'entre nous ont perdu beaucoup plus. C'est Stone, j'en suis sûre. Je sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il a rameuté ses copains de la Nouvelle-Orléans. Mais je suis certaine que c'est lui qui est responsable pour Fort Wade. Et ce serait lui aussi qui aurait tué le juge Gardner? Je parierais plutôt sur Duke Dixon pour ça. Qu'importe qui a fait quoi. C'est Robin qui était aux commandes. Je t'appartiens et tu m'appartiens. C'est ce qu'il me répétait. Et avant que l'un de vous me demande, oui, ce soir, j'ai tenté de résister. Et voilà le résultat. L'épouse fugitive caressa son œil noir. Un court silence se répandit dans la bibliothèque. Seuls résonnèrent les ululements des oiseaux nocturnes qui voletaient dans les jardins entourant le manoir. Jerry voyait toute la colère qui animait ce qui restait des Minutemen. Robin avait su jouer avec les nerfs de chacun, au point d'en faire fuir certains. Les plans du félon demeuraient un mystère pour le groupe, et il paraissait évident que seule une entrevue musclée permettrait de comprendre une bonne fois pour toutes ce qui était vraiment arrivé en ville ces derniers mois. Mais une interrogation tourmentait Jerry, un murmure qui ne cessait de se répéter dans son esprit depuis la libération de décembre. Une énigme dont il pouvait enfin espérer connaître la réponse. Kane, maintenant, tu vas nous dire ce qui s'est passé avec Blackjack? Comme si ça allait changer quelque chose. Le mutisme ambiant suffit à mettre le cavalier noir mal à l'aise. Le vieux Bill acheva sa retenue. Mon gars, c'est toi qui voulais les réunir? À ta place, je viderai mon sac tout de suite. Faites pas le malin, Robinson. Vous aussi, vous avez des choses à nous expliquer. On verra ça plus tard. D'abord, parlons de Blackjack. Embarrassé, Kane soupira. Il prit le temps de rassembler ses esprits. C'était la fin de cette maudite nuit. Vous étiez tous en bas, à choper les derniers rescapés du syndicat. Robin avait foncé tête baissée dans la tour, moi sur ses talons. Il a de suite pris l'escalier en colimaçon qui menait au bureau. Pendant ce temps, je couvrais ses arrières, en jouant des points avec quelques gars qui se cachaient au premier étage. Il a dû se passer environ 5 minutes, pas plus, avant que je rejoigne Rob tout en haut. Je n'ai aucune idée de ce que lui et Blackjack ont pu se raconter, mais quand je suis arrivé, je me rappelle très bien son sourire carnassier, son visage horriblement pâle et la croix dorée qui brillait sur son costume violet. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'arrêtait pas de déblatérer sur ce qu'il appelait sa sainte mission, la purge de la ville maudite. Blackjack pensait que le syndicat était la seule cure au mauvais sort qui gangrenait Walnut Grave. Il avait une fascination morbide pour le feu. Il répétait que sous nos pieds, des tonnes de TNT attendaient patiemment d'être éveillées pour assainir la ville. Selon lui, Joe Siegel, William Stones, les autres, ce n'était que des vitrines pour dissimuler le véritable but du syndicat. Il répétait
La seule justice qui règne en ce bas monde est celle de la divinité, et je suis son instrument en ces lieux. Il continuait dans ses conneries. Quant à toi et tes compagnons, vous commencerez à comprendre l'étendue du désastre, et vous finirez par achever ma sainte mission. Et je vous observerai, en souriant, vous admirant alors que vous rirez dans les flammes sacrées qui envahiront Walnut Grave, et laisseront le Tout-Puissant juger ses habitants pour leurs péchés. Et dans la seconde qui suivait, il avait une balle dans la tête. Robin lui a tiré une balle dans la tête. Kane acheva son monologue en bravant le regard de ses amis. Son air effrayé se répercuta sur toutes les autres personnes dans la bibliothèque. Charlène fut la première à briser le silence. Pourquoi vous nous avez jamais raconté ça? Pourquoi nous avoir menti? Tu nous avais dit que c'était de la légitime défense. Mais je voulais vous le dire. Robin était persuadé que Blackjack était trop fou allié pour rester en vie. Il pensait que même en prison, Blackjack nous diviserait. Même mort apparemment. Kane, arrête. C'est pas une excuse, ça. Charlène, j'étais perdu. Surtout que Rob m'a fait une crise juste après. Avec tous les médocs qui s'enfilaient, ça devait lui arriver de temps en temps. Et là, ça lui est arrivé. Quand un gars tombe au sol, transpirant, crachant un mélange rougeâtre de sang, de suppuration, tu essaies de le rassurer. Alors par pitié, je lui ai promis de ne jamais révéler cet épisode. Ça aurait détruit notre groupe. Et à aucun moment tu t'es dit qu'il a pu simuler pour te manipuler? C'était mon ami. Jamais cette idée ne m'est venue en tête. On connaît tous Rob, on connaît tous ses penchants pour la médecine et pour les médocs. Et dans tous les cas, cela n'aurait rien changé. J'ai cherché les bombes de Blackjack. Je les ai cherchées dans tous les districts, dans les sous-bassements des maisons, dans les boutiques, même le Hill Wolf, la tour de garde, il y avait rien. Attends, t'es en train de nous dire que Robin compte faire exploser Walnut Grave? Je n'en ai aucune idée. Admettons que Rob veuille jouer le grand purificateur. Il faudrait des tonnes d'explosifs, des tonneaux entiers de nitroglycérine, ou d'autres trucs d'artificier. Même William Stone n'aurait pu trouver autant de matériel sans attirer l'attention. Pourtant, c'est facile quand on sait où chercher. Je doute que Rob ait envoyé ses chiens prendre d'assaut Fort Wade juste pour faire une mauvaise blague à Charlène. Leur déguisement aurait tendance à prouver le contraire. Leur déguisement, c'est le mot juste. En cas de témoin gênant, ça aurait pu brouiller les pistes. Ça a marché d'ailleurs. Mais Fort Wade est une place de réserve, un lieu de stockage pour l'armée. Après la bataille de décembre, le colonel Williams a déboulé en ville avec des camions. Ce qui signifie que le fort dispose également d'un dépôt de carburant. Mais même s'ils ont piqué l'essence de Fort Wade, c'est pas suffisant pour détruire une ville. Pendant la guerre civile, à la bataille du cratère de Petersburg, les Yankees avaient dû planquer de 3 ou 4 tonnes de poudre pour faire sauter les tranchées confédérées. Mesure bien tes paroles, fiston. Les tranchées de Petersburg étaient fortifiées. Je le sais, car je dormais à côté quand la terre s'est soulevée. Mais ici, on est à Walnut Grave, une ville faite de bois et de ciment. Avec la chaleur saisonnière, une simple explosion peut provoquer un incendie de grande ampleur. Tout ça, c'est trop glauque pour être réel. Tout ça? C'est ma faute? Non, ne dites pas ça. Un type peut faire beaucoup de mal par amour. Mais là, c'est trop. Il vous a mis la pression pour que vous culpabilisiez, mais au fond, nous savons très bien toutes les deux qu'il a fait ça uniquement parce qu'il était trop lâche pour avouer ses véritables motivations. Et ça serait quoi, ces véritables motivations? Je sais pas, y a qu'à lui demander. Un court silence envahit la bibliothèque. Après avoir entendu les histoires de chacun et en repensant à la folie de Robin, Jerry n'avait plus qu'une idée en tête: purger la ville. En échangeant des regards avec ses compagnons, il saisit rapidement que les autres partageaient ce même sentiment. Kane caressait déjà la crosse de son pistolet.
Si j'y vais en premier, je peux compter sur vous tous pour me couvrir. Et comment? Kane, jamais on te lâchera. Pas après tout ça. Alors c'est ça notre grand baroud? On détruit tout sur notre passage et on arrête cette ordure? Je vais tuer cette ordure. Et même si c'est pas moi, l'un d'entre vous le fera. Et le serment, t'en fais quoi? On l'emmerde, le serment! Le gars qui l'a rédigé est aussi celui qui défigure des femmes. Sans compter tous ces gamins. À Fort Wade. Jerry, il y a 20 minutes à peine, j'étais prêt à te détruire, à t'arracher le cœur, à cause des mensonges de ce type. Dans ce cas, promets-moi que tu tenteras au moins de discuter avant de tirer. Les deux hommes se toisèrent mutuellement. Chacun campa sur ses positions. Finalement, Kane baissa le regard et acquiesça. Toujours tendu par cette situation qui apparaissait bien pire que la bataille de décembre, le groupe se prépara à repartir au combat. Chacun prit ses armes, avec des sacoches pleines de munitions. D'une oreille discrète, Jerry écouta Kane parler à Bill et Pauline. Pauline, il serait plus sage que vous restiez ici. Bill vous défendra. Tu ne prends pas ton masque? Je n'en ai plus besoin. Je ne veux plus me cacher. Pas après ce qu'il a fait à Billy. Je ne sais pas ce qu'il se passera ensuite. Mais dans tous les cas, vous ne bougez pas d'ici. C'est clair? Kane, je t'ai laissé aller au casse-pipe trop de fois. Je ne peux pas vous regarder risquer votre peau sans rien faire. Bill, nous ne sommes plus à Gettysburg. Je n'y suis jamais allé. Mon régiment était en retard pour la raclée. Et j'ai beau avoir des cheveux gris, je peux encore tenir un fusil. Bill, tu aurais encore mon âge. Tu aurais été le meilleur d'entre nous. Mais si nous venions à échouer, mon trépas serait plus supportable en t'imaginant barricadé, ici, à protéger Pauline de ce psychopathe. Si c'est là ce que tu souhaites, alors soit. Personne n'arrivera à me déloger de chez moi. Même pas cette vipère de Finger. J'aurais préféré que tu restes ici. Mais ce n'est pas ce que Miss O'Neill aurait souhaité. Merci, Bill. À tout à l'heure. Bill et Pauline demeurèrent sur le perron. Les Minutemen disparurent lentement dans les ténèbres nocturnes. Ils prirent la direction de Walnut Grave. Kane et Harry, pistolets à la ceinture, guidaient la marche, suivis par Charlène et Martin. Si l'ancien shérif avait lui aussi préféré se contenter de 2 revolvers pour se battre, la trappeuse s'était surchargée avec son pistolet, sa carabine et un fusil à canoncier qui faisait la longueur de son dos. Seul en arrière-garde, Jerry préféra également s'armer de son 6 coups et de la carabine à répétition qu'il avait suivie dans toutes ses aventures. Le vétéran de San Juan ne pouvait s'empêcher de jeter de brefs coups d'œil en arrière, vers le duo de délaissés éclairé par les lueurs du manoir. Son cœur tambourinait d'excitation. Jerry avait fait jurer à Kane une certaine retenue. Mais, au fond de lui, il escomptait sur la haine du Cavalier Noir pour briser sa promesse et lancer les hostilités, ce qui lui donnerait une excuse valable pour prendre le plus de vie ce soir. Au diable l'icône de la noblesse militaire et de la liberté. Cette nuit serait l'occasion de rappeler quel était le vrai rôle d'un soldat. Devant lui, la coiffure blonde si mal entretenue de Charlène lui rappela sa bêtise passée à son égard. Jerry accéléra le pas et se dépêcha de rejoindre la trappeuse en se glissant entre elle et Martin. Charlène, écoute. Je me doute que quoi... Laisse tomber, Jerry. Tout ce que je vois, c'est que tu es revenu en ville pour t'excuser auprès de nous tous.
Tu aurais pu disparaître à jamais, mais tu as préféré venir nous affronter. Ce qui est assez cocasse, vu que je n'étais pas censée être là. Vu que rien de tout ça n'aurait dû avoir lieu. Jerry sentit disparaître cet énorme poids qui pesait sur lui depuis des semaines. Il marchait la tête haute. Il accompagnait des héros auxquels il souhaitait ce soir prouver sa valeur. Martin lui accola une petite tape sur l'épaule. L'homme au costume vert partageait autant son soulagement que son besoin de reconnaissance.